Mesdames et messieurs, chers collègues, prenons place s'il vous plaît. Je vais demander à notre Benjamine Corinne Birguin de procéder à l'appel. Agis Chantal, Atia Ayet, Atoura Camélia, Ekar Céline, Marion Bareil, Benamda Farida, Benfer Sani, Benkidja Rania, Béra Anthony, Bertine Julien, Bétira Belkarim, Birgit Corinne, Bosque Christian, Présent. Ruman Romain, Boukri Nidja, Présente. Chahine Safia pour coordonner à M. Turc. Présent. Charpentier Thibault. Présent. Cisneros Caroline. Dangeau Sandrine. Dujeuzer Cédric pour coordonner à Mme Dangeau. Valek Aurélie. Farkas Monique. Surcaro Sophie. Présente. Galtier David. Gassmi Kader. Présent. Georgie Vincent. Hassani Kadim. Présente. Oubli Piot, Pierre-Olivier. Présent. Lamy Lamy. Lastrayobi Lucie. Louis Gisèle. Macloufi Camélia. Monti Didier. Oanessian Franck. Pénon Vanessa. Paul Julie pour ordonner à Madame le maire. Petit Marc. Icaré Frédéric. Ponce Jean-Paul. Rabier Stéphane. Rossi Denis. Sayac Jean-Yves pour ordonner au général Galtier. Sémergent Laurence. Sicard Caroline. Solaire Johan. Turc Jean-Michel. Vendredi Vincent pour ordonner à M. Monti. Yatou Ali. Merci. Nous passons maintenant à l'approbation du compte-rendu in extenso de la séance du 14 décembre 2021. Y a-t-il des observations? Donc nous passons au vote. Oui, Monsieur Bosque, vous avez une observation? Merci Madame le maire. Il me semblait quand même important de rappeler sur 2 points du conseil d'arrondissement de décembre sur lesquels vous nous avez interpellés et au retour qu'il y a eu de notre part et les interventions qui en sont découlées, notamment pour le parking de Malpassé, où ce parking donc, a été complètement débarrassé et clôturé. C'était une intervention que vous aviez faite en préambule, donc c'est bien de relever les problématiques, mais quand on agit, c'est bien aussi de se le dire, d'une part. D'autre part, Madame Falek avait un problème avec le délégué au patrimoine, Monsieur Éric Méry. Dans la foulée, donc, il a appelé en direct et le problème a été réglé. Donc, je tenais à le soulever. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous faire à mon tour une demande. Je m'adresse plus particulièrement à la vice-présidente de la métropole concernant une rencontre que j'ai eue ce matin avec le CUQ de Panama concernant le chemin des Herviers. Je crois que vous connaissez la problématique. Je vois que M. Jean-Paul Posse donne digne de la tête, donc il connaît le problème. C'est un problème de chaussée. C'est dans un état vraiment dramatique, très dangereux. Et on ne peut pas accuser cette population de ne pas payer les impôts. Je crois qu'ils en payent beaucoup. Et le moins qu'on puisse leur rendre, c'est de pouvoir accéder à leur domicile sans crever les pneus, sans que les poussettes ne puissent pas traverser. Donc je vous demanderai, Madame le maire, de pouvoir intervenir auprès de la métropole pour que ces gens-là puissent regagner leur domicile sans encombre. Merci. Merci Monsieur Bosque. Et si vous aviez été présent à l'AG du CIQ de Château-Gombert samedi matin, vous auriez appris que ce sont effectivement des sujets que je vais porter auprès de la métropole, puisque j'ai mon point programmation. Vous n'entendez pas? Donc je disais, Monsieur Bosque,
que si vous aviez été présent à l'AG du CIQ de Château-Gombert samedi, vous auriez effectivement entendu que ce sont des sujets que je vais porter auprès de la métropole lors de la programmation voirie qui a lieu le 8 mars. Voilà. Mesdames et messieurs, chers collègues, alors qu'au moins pour toute ma génération, mais plus largement aussi, nous ne pouvons l'imaginer, la guerre s'est invitée dans notre quotidien depuis le 24 février dernier. Il m'est donc impossible d'ouvrir cette séance sans avoir une pensée émue pour nos voisins ukrainiens qui subissent l'invasion de leur pays dictée par la folie d'un homme. Alors que nous avions l'espoir de sortir de 2 ans de pandémie, nous entrons dans une période de guerre qui laissera des traces durables à cause d'un extrémiste hors de contrôle. Mes chers collègues, ne nous trompons pas. Nous sommes aujourd'hui au 6e jour d'une guerre sur notre continent, aux portes de l'Union européenne. Depuis le début de son invasion, l'Ukraine enregistre tristement la mort d'au moins 200 civils, dont 16 enfants, et plus de 1000 personnes blessées. Ce conflit est l'acte le plus grave perpétré sur notre continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et personne ne peut oublier notre histoire en repensant à l'invasion en Pologne en 1939, qui, rappelons-le, entraîna le chaos. Il aura fallu une guerre pour que toute l'Europe se mobilise et fasse preuve d'une solidarité et d'un alignement sans faille. Mais il aura aussi fallu le courage exemplaire du président Zelensky, ce chef d'État que l'on n'a pas vu venir et que l'on avait moqué. Pensez donc, un humoriste à la tête d'un État menacé par la Russie. Aujourd'hui, le président Zelensky et l'ensemble des élus ukrainiens forcent notre respect et avec lui, tout un peuple qui n'a fait preuve d'une union exemplaire et remarquable à bien des égards pour défendre sa patrie. Souvenons-nous que ce peuple qui nous ressemble et que l'Europe fait rêver avait déjà fait la révolution en 2014 en brandissant des drapeaux européens. Nous n'avons pas envie de décevoir. Et c'est sans doute ce qui a fait bouger les dirigeants européens après avoir ému les opinions publiques. L'Union européenne se bâtit dans la crise. Cela n'a rien de très original de le répéter, mais comme pour la Covid, et alors qu'on en sort à peine, la guerre d'Ukraine oblige l'Europe à progresser dans un domaine où elle s'était peu illustrée jusqu'à présent. La santé dans un cas, la défense dans l'autre. Soudain, nécessité fait loi, et il faut reconnaître à Ursula von der Leyen d'être la femme de la situation. Après le plan de relance, après la production des achats de vaccins, les sanctions contre la Russie et les progrès de l'Europe de la défense porteront sa marque et contribueront à son bilan. Alors bien sûr, tout cela aurait pu être évité. Il aura fallu une guerre pour que sonne en Europe, enfin, la fin d'une innocence qui, si nous n'agissons pas, virerait à la culpabilité. Nous sommes en guerre. La France, l'Europe et toutes nos démocraties tremblent de nouveau face à l'extrémisme. Plus que jamais, nous devons nous dresser contre les extrémistes. Et ne pas oublier non plus que les crimes et les actes irresponsables de certains ne sont pas forcément soutenus par un peuple réduit au silence, par un homme à qui certains n'hésitaient pas, il y a peu encore, à tresser des lauriers. Je veux saluer la solidarité du peuple polonais envers les réfugiés ukrainiens. Ces images de centaines de Polonais à la frontière, recueillant les Ukrainiens terrifiés,
resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dans l'histoire de notre Europe. Personne ne peut rester de marbre en voyant de telles scènes. Les Ukrainiens ont besoin de tout et il est de notre devoir de nous mobiliser. Avec mon équipe municipale, nous avons décidé de nous associer à l'immense élan de solidarité et de soutien au peuple ukrainien et de nous joindre aux associations qui œuvrent à recueillir des dons. Face à cette situation d'une gravité inédite, et comme en mairie centrale, j'invite tous les Marseillais des 13e et 14e arrondissements qui le souhaitent et le peuvent à rassembler et à venir déposer en mairie des vêtements chauds, des couvertures, des produits d'hygiène corporelle, du petit matériel médical, compresses, désinfectants, des couches, du lait en poudre pour les bébés, des denrées alimentaires non périssables, ainsi que des cartons d'emballage solides. Tout cela en très bon état, afin de respecter la dignité des sinistrés et réfugiés ukrainiens et les aider à subvenir à leurs premiers besoins. Je tiens également à remercier Martine Vassal et Denis Rossi pour l'engagement pris pour l'Ukraine avec une aide humanitaire de 100 000 €. Merci Denis, car je sais ta mobilisation sur le sujet, ton dévouement et le temps consacré, malgré un quotidien personnel préoccupé. Parce que l'urgence est de soutenir ceux qui défendent la paix et la démocratie en Ukraine et en Europe. Parce que notre devoir est d'aider nos frères ukrainiens injustement victimes de la folie d'un homme. Nous allons observer une minute de silence en mémoire des Ukrainiens victimes de l'invasion de leur pays, morts en défendant leur pays ou sous le feu aveugle de l'ennemi. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur le sénateur. Merci, madame le maire. Voilà une déclaration, c'est la déclaration du 1er mars, digne de l'appel du 18 juin. Une déclaration qui fera date dans l'histoire, à n'en pas douter, une déclaration à l'émotion, à la profondeur et à l'analyse politique fine qui va sûrement conduire le maître du Kremlin à revoir sa copie, qui va sûrement faire trembler Vladimir Poutine. Peut-être va-t-il entendre votre appel, qui, permettez-moi de vous le dire, madame le maire, est truffé, je dirais au moins d'erreurs et d'ignorance. J'ose croire, je vous rappelle que nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, pas encore. Nous n'avons pas encore répondu au va-t-en-guerre, ceux qui font la guerre sur les plateaux de télévision depuis toujours, chemise blanche ouverte sur leur pilosité vieillissante, mais toujours à l'esprit va-t-en-guerre, qui est toujours faite par les autres et pas par eux. Nous ne sommes pas encore en guerre. La guerre est sur le territoire européen, mais la France n'a pas encore déclaré le conflit à qui que ce soit, et il est notre devoir d'user de notre diplomatie, d'envoyer des émissaires pour que la situation s'apaise et que le conflit ne s'étende pas, car il peut s'étendre à des situations infinies, jusque tout à fait possible qu'il y ait une guerre mondiale et une guerre nucléaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de guerre, puisque cette fois, ça sera vraiment la dernière. Alors il faut faire attention aux propos que l'on tient. Alors ceux que l'on va tenir ici n'auront que très peu d'écho, mais
Sachons raison garder, nous aussi. Ne cédons pas à la mode de désigner un seul coupable. Vladimir Poutine, bien sûr qu'il est coupable. Il est coupable, il a attaqué l'Ukraine, il a violé la souveraineté du territoire ukrainien, il n'y a aucun doute là-dessus. Vladimir Poutine est coupable, mais il y a des responsables. Les responsables, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, qui n'ont pas voulu entendre les appels de Vladimir Poutine il y a de nombreuses années et qui, de façon très justifiée, demandaient que l'OTAN ne s'étende pas davantage, alors que le pacte de Varsovie avait été dissous. Eh bien, l'OTAN, lui, ne l'a pas été, et toujours plus hégémonique, jusqu'à envisager que l'Ukraine entre dans l'OTAN, ce qui peut constituer pour la Russie une véritable provocation. Ça ne pardonne évidemment pas, ça n'excuse pas, cela ne justifie pas l'attaque qui a été ordonnée par Vladimir Poutine. Mais il ne faut pas être dans le manichéisme et de sombrer dans avec des termes caricaturaux, l'extrémiste, je lis aussi le fou, le dingue. C'est pas comme ça que l'on va convaincre Vladimir Poutine de revenir non pas à la raison, mais à la table des négociations dans l'intérêt du peuple ukrainien et dans l'intérêt de tous. Ne nous livrons pas à un concours de poutinophobie, ça ne sert à rien. Soyons des élus responsables, réfléchis, et faisons en sorte que la paix l'emporte. Que la paix l'emporte. Car moi, j'ai pas envie que mes enfants, moi-même, nous soyons tous appelés, et que les Ukrainiens, que les peuples européens soient les victimes d'un véritable massacre que l'histoire n'a pas encore connu, encore que au Japon, on sait ce que c'est que de recevoir des bombes atomiques quand on est des civils. Ça s'est déjà fait, ça peut effectivement se refaire, mais on n'en est pas encore là, fort heureusement. Alors soyons maîtres de nos émotions, soyons des politiques et laissons ceux qui sont à ce niveau-là faire ce qu'il faut faire pour que la situation finisse par s'arranger. Alors, je voudrais profiter, moi, de ce moment pour justement rappeler un petit peu les priorités de notre secteur. Je vois qu'il y a eu la multiplication des tables. Vous parlez de votre majorité, Madame le maire, je vois qu'elle se réduit encore aujourd'hui. Bon, nous avons nous aussi notre lot. Excusez-moi, Monsieur Ravier, vous parliez de l'Ukraine et maintenant vous changez de sujet. Oui, il y a un petit peu de respect pour ce que nous vivons actuellement. Je crois que Monsieur Rossi a demandé également la parole pour répondre à vos propos concernant la guerre. C'est vous la police donc de vous prendrez exactement. Vous avez tout à fait compris comment ça fonctionnait. C'est bien, vous avez évolué d'ailleurs par rapport au dernier conseil d'arrondissement. C'est bien. Donc, je veux bien entendre. Non, je vais juste finir d'une phrase. Nous évoquons l'Ukraine, mais je voudrais simplement vous rappeler que les habitants des 13e et 14e arrondissements... Je vous ai laissé la parole, Monsieur Ravier, et d'ailleurs je vous ai écouté sans broncher, alors que vous avez manqué encore une fois de correction pendant mon propos introductif. Donc, Monsieur Rossi, je vous laisse répondre à Monsieur Ravier. Merci. Vous devez gérer la mairie Est-ce que vous pouvez enlever le micro de Monsieur Ravier, s'il vous plaît ? Et les 156 000 habitants attendent de cette majorité qu'elle travaille à leur service. En plus de vous soucier de l'Ukraine... Respectez les consignes, Monsieur Ravier. En plus de vous soucier de l'Ukraine, souciez-vous du quotidien des habitants des 13e et 14e arrondissements, puisque votre majorité explose. Les habitants voudraient savoir ce que vous voulez faire, en plus en direction de l'Ukraine, ce que vous allez faire pour les habitants, pour les quartiers des 13e et 14e arrondissements. Merci, Monsieur Ravier. Monsieur Rossi. Non, deux micros, ça ferait beaucoup. Je pourrais également demander à M. Ravier de partir, Madame Dangiot, de sortir de cette pièce. Encore une fois, il faut respecter. Je vous demande le silence pendant que M. Rossi prend la parole. Monsieur Rossi. Madame le maire, chers collègues, d'abord, très honnêtement, tout le monde a bien la mesure que c'est bien pas dans cet hémicycle où nous allons régler la problématique internationale qui est devant nous. C'est une évidence qui n'a pas besoin d'être rappelée. Ne pas l'évoquer aurait été, dans cette période-là, je trouve presque criminel.
criminelle, puisque, effectivement, vous le rappeliez, Madame le maire, au sein du département, qui est en charge aussi l'aide humanitaire, nous avons délibéré, et très modestement, sur une enveloppe avec la Croix-Rouge internationale pour l'équipement et l'aménagement d'un camp accueillant femmes, enfants et personnes âgées qui traversent cette frontière et qui ne se trouvent pas avec des parents qui, de l'autre côté, les attendent, leur permettent de retrouver une chaleur et un toit. C'est bien modeste, c'est bien peu. Néanmoins, ce peu fait que si, comme le colibri, chacun fait sa part, peut-être que sur ce territoire, il y a effectivement des expressions, des générosités, qui peuvent trouver dans ce qui est la mairie, et donc la maison de tous, bien un réceptacle où on peut venir apporter sa contribution, son aide envers celles et ceux qui sont en souffrance. Voilà, j'en dirai pas plus parce que, je répète, ici on n'est ni à l'ONU, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, on est dans un hémicycle modeste, mais qui a quand même le mérite de poser les choses et de poser un regard sur quelque chose qui se passe à moins de 2 heures d'avion d'ici. Madame le maire, je vous remercie dans votre propos introductif d'avoir posé préalablement cette question qui taraude à la fois nos inquiétudes et puis nos regards sur le futur, parce que malheureusement, effectivement, à moins de 2h30 d'ici, des hommes se battent, des hommes meurent et des femmes meurent, et il y a des populations qui traversent par milliers des frontières pour trouver un peu de chaleur et un peu d'abri. Voilà, je voulais vous en remercier parce que modestement, si chacun fait sa part, ici, ailleurs, quelles que soient les collectivités, quelles que soient les associations, peut-être que nous arriverons à soulager modestement une situation qui elle-même est de nature tragique. En tout cas, on peut tous espérer que la paix, la réflexion commune, le travail de négociation avec des présidents, que ce soit le président Poutine ou que ce soit les présidents successifs de l'Europe, actuellement le président Macron, mais également les présidents des territoires qui sont à proximité de la Pologne, trouvent un accord avec le président effectivement de l'Ukraine et qu'il y ait très vite un cessez-le-feu et que la paix reprenne ses droits, parce qu'encore une fois, tous les soirs, quand nous nous couchons, quand nous embrassons nos enfants, effectivement, nous n'imaginons pas qu'à moins de 2 heures d'ici, il y a des femmes, des vieillards et des enfants qui dorment dans des tentes, qui ont froid, qui ont faim, et ça ne mérite pas ni un débat d'une autre nature, ça mérite un peu d'humilité, un peu de pudeur, et de faire comme les colibris, que chacun essaie d'y apporter sa contribution et sa pierre. Merci, Madame le maire. Merci, Monsieur Rossi, encore une fois, pour vos paroles sages. Monsieur Benfer. Oui, merci, Madame le maire. Juste quelques mots très simples pour signaler que la mairie centrale s'associe à vous tous pour cette collecte humanitaire et essayer d'amener un maximum de biens, même si ce n'est pas grand-chose, aux Ukrainiens. Et au-delà de prier, même à notre échelle localement, on essaye d'insuffler un peu de paix qui, j'espère, arriveront jusqu'à eux. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui souhaite prendre la parole entre M. Wanessian ou Mme Boucrine? Madame le maire, merci de me donner la parole. Chers collègues, aujourd'hui, nous sommes 5. Vous voyez bien que nous sommes séparés du groupe de votre majorité. Et nous devons expliquer les motifs qui nous ont poussés à quitter votre majorité. Mais avant de commencer mes propos, je suis de tout cœur, et nous sommes de tout cœur, avec le peuple ukrainien. Ce qui arrive en Europe, à 2 heures d'ici, est très grave, effectivement. Et cela dénote tout simplement de l'échec de l'humanité. Les guerres étaient auparavant plus lointaines, en Irak, en Syrie, ailleurs. Mais aujourd'hui, la guerre se rapproche. Et cela, on va dire, vraiment, nous touche, puisqu'on va voir arriver certainement des Ukrainiens, puisque la mairie centrale a ouvert aussi la possibilité, ses portes en fait, pour accueillir ces peuples qui cherchent juste un endroit où il y a encore de la paix. Donc effectivement, nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien et nous ferons ce qu'il faut
à notre niveau pour aider du mieux qu'on peut, de façon, on va dire à notre niveau, de façon très humble. Voilà, et on n'a pas la prétention de, on va dire, de régler les conflits à notre échelle en tout cas. On revient à ce qui touche de plus près nos habitants du 13-14. Si nous avons décidé de quitter votre groupe, c'est bien pour des raisons justifiées. Notre engagement en politique s'est dirigé vers l'intérêt général. Être élu de la République française est un engagement de vie pour servir avec dévouement les populations de nos arrondissements et nos quartiers. Nous voulons porter la voix des habitants de nos arrondissements, rapprocher l'élu et le citoyen. Nous nous sommes engagés pour lutter contre le fléau des extrémismes et redonner leur place à tous les habitants de notre secteur. Nous avons joué, je dis bien nous avions joué, le jeu du collectif et du soutien de la maire de secteur. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'exercice du pouvoir, quand il est parfaitement assimilé, Madame le maire, il repose sur 4 notions. Je les cite, écoutez bien. La confiance, la concertation, le respect et l'écoute, ce sont là des notions qui vous sont totalement étrangères, Madame le maire. Je donne la parole à mon collègue Aliatsou. Alors, on va vous expliquer les règles, Madame Boucrine, mais c'est moi qui donne la parole. S'il vous plaît. Mais bon, vous n'avez pas dû bien apprendre, vous n'avez pas été suffisamment présente en conseil d'arrondissement, Madame le maire, si vous ne voulez pas donner la parole à Franco Annession, je continue, si vous permettez. Je donne... Ah non, mais il suffit qu'on me la demande encore une fois, mais faut-il encore assister au conseil peut-être pour savoir comment ça fonctionne? Voilà, donc si Monsieur Oanessian me demande la parole, peut-être que je lui donnerai la parole. Merci Madame le maire. Donc, je serai très bref. Depuis notre élection, nous n'avons eu de cesse de travailler dans l'intérêt général, en étant à tout instant exemplaires et en valorisant la mairie de secteur. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer en interne de nombreux dysfonctionnements de la mairie, ainsi que d'actes de violence répétés, commis par des élus de votre majorité, sans réaction de votre part. Comment peut-on prétendre vouloir lutter contre la violence qui gangrène notre secteur si on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans une propre équipe? Cautionner ces actes de violence et des comportements crapuleux est indigne et intolérable. Nous ne supportons plus que nos noms et notre réputation soient salis par ces comportements. Nous nous dissocions totalement de ces agissements. Une fois de plus, l'ensemble de ces affaires alimente le dégoût et la forte défiance que nourrissent les populations de nos quartiers vis-à-vis de notre équipe municipale. Le sentiment du tous pourri et donc du tous pareil est de retour dans le 13-14. Depuis des mois, nos convictions et notre intégrité sont fortement éprouvées par des comportements et des propos qui enfreignent toutes les règles de bienséance et qui relèvent plus de la voyoucratie que de l'action politique. Et j'en profite d'ailleurs avant de terminer mon propos pour excuser notre collègue Johan Soler qui a été hospitalisé et qui de fait ne peut pas être présent aujourd'hui. Je vous remercie. Madame Benahouda. Merci. Madame le maire, chers collègues, notre travail a commencé à porter ses fruits, mais c'est sans compter avec toutes ces résistances, tous ces freins qui ont totalement paralysé notre fonction au sein de cette mairie de secteur. Nous n'avons pas peur d'utiliser le qualificatif adéquat, celui de sabotage. Votre immobilisme et votre incompétence, Madame le maire, ainsi que celle de votre directeur de cabinet, mènent tout droit vers l'échec. Ce que nous ne pouvons ni cautionner ni supporter. Vous en serez comptable politiquement. Nous considérons que votre inaction est un manque de respect vis-à-vis des 157 000 habitants de notre secteur. Votre mépris vis-à-vis de la population est en quelque sorte une autre pandémie dans laquelle, à ce stade, nous n'avons trouvé ni vaccin ni remède. En tant qu'élu des 13 et 14e arrondissements, je considère que mon devoir est de m'investir pour l'intérêt général et non pas pour construire une carrière en usant de duplicité, de mensonges, de tromperie et d'hypocrisie. Le port d'une écharpe tricolore implique de respecter mes obligations à l'égard des habitants de notre secteur et de notre ville. Merci. Et on termine par Monsieur Yatsou.
La classe politique ne joue plus aucun rôle bénéfique dans la résolution des grands enjeux. Elle est trop occupée à réfléchir aux moyens de préserver ses acquis. Voilà pourquoi, par-delà les différences partisanes, et face à la recomposition du paysage politique à l'œuvre, j'invite mes collègues à assumer leurs responsabilités au nom de la confiance que nous ont accordée nos électeurs et à ne pas se réfugier dans des postures de godillots. Nous souhaitons remercier sincèrement les agents de cette mairie avec lesquels nous avons tissé des liens forts pour leur travail et leur dévouement envers les habitants de notre secteur, ainsi que toutes les personnes qui nous apportent leur soutien. Nous avons décidé de quitter votre majorité pour rester fidèles à nos valeurs et à nos convictions, pour ne pas nous rendre complices de ce jeu de dupes et ne pas être associés à cette vaste mascarade qui se déroule sous nos yeux. Nous allons poursuivre avec dévouement le travail pour les habitants de notre secteur et nous invitons celles et ceux qui partagent nos convictions et nos valeurs à nous rejoindre pour poursuivre notre engagement qui reste intact. Je vous remercie. Monsieur Galtier. Bien, Madame le maire. Alors en écoutant ces derniers mots, évidemment, je vous dirais que je suis à la fois triste, mais aussi soulagé. Ça ne dirait pas que je suis triste? Si, je le suis, profondément et sincèrement. Triste, car ceux qui nous quittent nous ont aidés à remporter d'ailleurs une belle victoire contre un front aujourd'hui qui, on le verra, je le pense, est également divisé. Hein, bon, je le suis, je garde l'humilité nécessaire, mais enfin, vous nous avez prouvé par le passé aussi que vous saviez très bien vous diviser, non? C'est par 7, je crois. Et donc, une victoire historique. Mais ceux qui nous quittent font bien de partir. Vous faites bien de partir. Car vos propos sont à la fois déplaisants, déplacés, à l'endroit aussi bien de notre maire que de ses collaborateurs et de l'ensemble de l'équipe municipale. Vous savez, il n'y a aucun courage à trouver des prétextes pour sortir d'une solidarité, d'une cohésion municipale. Il n'y a aucun honneur à rester en place sans remettre son mandat d'élu en question, sans se remettre en question lorsqu'on est en désaccord avec une ligne de conduite politique. Mais il y a de l'orgueil à se croire investi d'une mission que l'on n'a pas reçue en propre, mais qui est une mission d'ordre collectif. Il n'y a pas non plus que de l'orgueil, il y a de l'arrogance à se voir plus grand que ce que l'on est et finalement à donner des leçons sans grande expérience politique. Et là aussi, je suis d'une grande humilité parce que de l'expérience politique, nous n'en avons pas beaucoup, nous, jeunes élus de la majorité du 13-14, Denis, rassure-toi, je ne parle pas pour toi. Alors, avec ce départ, il faut dire que nous le souhaitions car votre place, mesdames et messieurs les non-inscrits, je n'ai pas trouvé le mot, ni le terme, ni le groupe, donc ce départ, nous le souhaitions, car votre place n'est pas avec les hommes et les femmes de la majorité actuelle. Et d'une majorité, Madame le maire, à qui je veux rendre aujourd'hui hommage, parce que ceux et celles qui la composent, cette majorité d'aujourd'hui, ont des qualités politiques qui finalement sont peu partagées. Ce sont des qualités que j'estime être de la loyauté, de ceux qui veulent travailler pour les habitants du 13-14, tous les habitants du 13-14, c'est ceux qui ont du cœur et c'est ceux qui ont enfin du courage, le courage de résister ou de rester face à l'opposition. Et cette majorité qui continue à travailler et qui va continuer à travailler pour les habitants du 13-14. Avec ce même courage, ce cœur, cette force et cette loyauté qui manifestement vous fait défaut. Alors, je crois que nous pourrons peut-être, au final, enfin travailler sereinement sous votre autorité, Madame le maire. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Galtier. Madame Turfaro. Madame le maire, mes chers collègues, permettez-moi de leur dire quel courage. Enfin,
c'est toujours pathétique de voir des personnes qui se prennent pour d'autres, avec des égos surdimensionnés, chercher la piste d'envol pendant des semaines, tout ça pour s'écraser au bout de la piste et être installé au fond à la table des traîtres. Et quand je dis traître, ce mot est très fort et il vient vraiment du cœur. Et je rappelle à M. Wanessian, car je suppose que celui-ci n'est pas amnésique. C'est un terme fort qu'il a employé à plusieurs reprises pour dénoncer le départ de M. Benfer et M. Bosc, qui sont les vrais représentants de l'opposition du printemps marseillais. Et ils ont eu le courage, eux, de partir en tout début de mandat, et pas 2 ans après, pour aller à la gamelle. Alors, permettez-moi, Madame le maire, de leur redire qu'ils sont pathétiques, et heureusement qu'ils quittent notre majorité. Merci, Madame le maire. Merci, Madame Chanfaro. Madame Mathia. Madame le maire, merci. Et mes chers collègues, à vous tous, bonjour. Alors, Madame le maire, je voulais vous adresser ces propos. Je vous appelle Madame le maire ou la Dame du Nord aujourd'hui, si je ne m'abuse, ce sont la référence qu'il y a eu dans l'article, donc ça m'amuse. Alors, au fond, Madame le maire, tout ceci, vous devriez le prendre comme un hommage à la personne que vous êtes. C'est-à-dire que, oui, vous êtes gentille, oui, vous êtes douce, douce mais ferme. C'est-à-dire une main de fer dans un gant de velours. Et je sais que ça déconcerte certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des femmes tenir des postes qu'ils aimeraient tenir, mais qui n'ont pas les épaules pour le faire. Mais bon, cet hommage qui vous est rendu, Madame le maire, il est partagé par les élus de votre majorité. Et sachez que ces qualités que vous avez dans le 13-14 n'existaient pas avant que vous arriviez. Et oui, ne vous en déplaise. Et oui, Madame Dangeau, vous allez me laisser parler. Je sais que vous avez l'habitude de couper les autres. Mais voilà, vous allez être gentil aujourd'hui et vous tenir tranquille, c'est gentil. Merci. Monsieur Ravier aussi, vous êtes gentil. Donc, je vais vous prendre pour exemple, Madame le maire, l'exemple de monsieur le premier adjoint qui n'est pas là aujourd'hui. Oh, surprise. Donc, ce premier adjoint que vous avez défendu bec et ongles contre vents et marées, face à des élus de votre majorité, parfois, qui se sentaient mal à l'aise. Oui, tout à fait, nous assumons. Oui, monsieur Ravier, vous saurez les détails un peu plus tard, si vous êtes élégant et que vous me laissez m'exprimer. C'est bien. Donc, non, excusez-moi, j'ai le micro, donc je vais parler, je suis en majorité, donc vous vous exprimerez après. Donc, ce premier adjoint que vous avez défendu, contre parfois vos élus, contre la mairie centrale, bec et ongle, excusez-moi, je m'exprime, donc ayez l'amabilité et le respect de laisser les autres s'exprimer comme je l'ai fait. Je ne vous Madame entends Mathia, pas, s'il vous plaît. en fait. Je ne vous entends pas. Donc écoutez, souffrez. Je sais, ça fait mal, ça fait mal. Donc, ce déshonneur qui consiste à vouloir se laver plus blanc que blanc aujourd'hui et de se faire passer pour des victimes, des gens avec des principes, alors qu'il y a un certain calendrier quand même qui devrait interpeller les élus, n'est-ce pas? Cette effervescence, ce remue-ménage, hein, et on sait quelle est la vertu de celui-ci. Bon, passons, non, laissez, Madame Boukrine et Madame Benahouda, s'il vous plaît, vous aurez tout loisir de vous exprimer un peu plus tard, peut-être au conseil municipal, si vous arrivez à exister un jour, je vous l'espère. Mais vraiment, je l'espère pour vous parce que c'est catastrophique. Donc, Madame le maire, je tenais à réitérer notre soutien au nom de tous les élus de votre majorité. Oui, nous vous suivrons, nous vous soutenons. Et pourquoi? Parce que vous êtes une femme sensible, humble, modeste et qui détient de la probité. Vous savez, une qualité extrêmement rare en ces jours et dans ce groupe. Sur ce, merci. Merci Madame Mathia. Monsieur Rossi. Alors Madame Boukrine, vous avez déjà parlé, donc vous ne reprendrez pas la parole. Monsieur Rossi. Non, Madame Boukrine, on vous répond et vous ne répondez pas à une réponse. Ça marche comme ça, donc on va demander maintenant à Monsieur Rossi de prendre la parole. Merci. Bien. Monsieur Rossi, s'il vous plaît. Oui, chers collègues. D'abord,
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la maire, sur l'intervention préalable que vous avez faite et la dimension liée à l'intervention des uns et des autres avec beaucoup de dignité. Je pense qu'on aurait mérite à rappeler que la dignité, c'est quand même quelque chose qui devrait être partagé, quelles que soient les instances où nous nous trouvons. Deuxièmement, vous ne vous étonnerez pas que je ne puisse pas être triste et malheureux de cette situation. Moi, je ne suis ni procureur, ni officier de police, je fais des jugements sur personne. Je dis simplement que lorsqu'on a mené collectivement, il y a moins de 2 ans de cela, une campagne sur des bases communes, sur une conception commune, sur une vision commune à la fois sociétale et de groupe, par rapport à des enjeux qui, effectivement, vous le rappeliez, étaient partagés, furent partagés. On ne se sépare pas de cette manière-là, encore une fois, dans ce type de conditions. Je pense honnêtement qu'il y a chacune des personnes a des éléments à faire valoir pour dire ça ne me convient pas, ça ne m'allait pas, le fonctionnement était susceptible de... Que de fois les choses ont été partagées, échangées, que de réunions, de rencontres pour faire en sorte que le liant, le ciment qui mène d'une majorité se retrouve. Je dois vous dire que j'ai découvert, comme un certain nombre de gens, un communiqué de 4 pages et demie hier soir, comme plein de gens d'ailleurs au passage, écrit à plusieurs mains, mais pas inintéressant. Et je me suis dit, quelle tristesse, au bout d'1 an et demi, devant les enjeux qui sont les nôtres, devant ceux qui du moins, furent en charge de délégation, parce qu'on peut parler on peut passer au passé, c'est terminé tout ça, de délégations qui quand même sur ce territoire ont du sens, qui ont été désignés et choisis dans le cadre d'une majorité, qui se sont trouvés à des fonctions de conseiller municipal, d'adjoint d'arrondissement, de conseiller métropolitain, situation, et je parle à ceux qui sont les plus anciens dans cette salle, où il fallait 10 ans, 15 ans, 20 ans pour se retrouver dans des situations de cette nature-là, se sont retrouvés au bout de quelques mois projetés au conseil municipal, à la métropole, ayant des fonctions majeures, et expliquant aujourd'hui, 16 mois après, que même si il y a des éléments qui font dire qu'il y a des différences, quitte quelque chose qui est quand même très éloigné du ciment qui a réuni les uns et les autres. Moi, je veux me rappeler, au mois de juillet, les interpellations de certains appelant en disant « il y a des incidents à tel endroit ». Il ne me semble pas que ces personnes-là ont reçu une fin de non-recevoir. Je vois celui qui fut notre directeur de campagne. Excusez-moi, quelques mois après, je me retrouve dans une situation où je le vois séparé d'un lieu commun. Excusez-moi, j'ai choisi Johan Solaire comme suppléant. C'est quand même extrêmement douloureux. Et d'ailleurs, je lui souhaite un prompt rétablissement parce que lui, il a une situation malheureusement physiquement et au niveau de son opération qui est douloureuse. Vous vous rendez compte, les amis? J'ai 63 ans, moi. Je viens d'assister à quelque chose, encore une fois, vous avez lu ce que hier soir vous avez transmis comme une expression politique entre vous et moi. C'est pathétique dans le contexte actuel, les amis. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de part et d'autre que les gens puissent se parler, arriver à faire que l'essentiel prenne le pas sur l'accessoire? Je croyais et j'étais persuadé que c'est ça qui arriverait. Je me suis trompé. Je vous le dis avec beaucoup de tristesse. Hier soir, je crois que je faisais partie de quelques-uns qui étaient affectés. Affectés parce qu'on a 17, 18 mois de cheminement commun. On n'oublie pas ça, comme quand nos collègues ont rejoint le printemps marseillais. Moi, je me rappelle les campagnes qu'ils ont menées dans la même majorité d'aujourd'hui. Je nie pas leur implication ou le travail qu'ils ont fait. Mais au moins, ils l'ont fait dès le départ, considérant qu'il y avait une ligne qui avait été franchie et qu'ils ne la partageaient plus. Eh bien, au moins ça avait le mérite d'être exprimé. Là, nous nous retrouvons dans une situation où les mêmes qui interpellaient nos 2 collègues se retrouvent dans une interpellation d'une même nature et souvent
parce que vous n'avez pas tout lu. Moi, je l'ai lu 7 fois hier soir. Et je sais les passages que vous n'avez pas lus, je sais pourquoi vous ne les avez pas lus. Mais entre vous et moi, c'est comme si on gommait d'un trait de plume, comme ça, les histoires aux communes qui nous ont permis à avoir une majorité dans ce territoire. Alors, comme je suis un démocrate passionnément, vous savez, je vais vous faire sourire. On m'a demandé si j'avais donné mon parrainage. Alors j'ai dit oui. Mais à qui? À François Bayrou. Et vous savez pourquoi j'ai donné à François Bayrou? Parce qu'il a monté une banque des territoires en disant il y a peut-être des gens qui vont plus de 10% qui n'auront pas les parrainages, et sur cette banque-là, je les donnerai tant à M. Zemmour qu'à Mme Le Pen, qu'à M. Mélenchon, parce que ces trois-là étaient au-deçà de l'étiage dont on parlait. Alors on m'a dit mais tu es fou! Ah, je suis fou. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Et pourtant, Stéphane Ravier et moi, nous nous connaissons quand même depuis quelques années. Nous nous confrontons depuis quelques années. Mais vous imaginez une seconde que des personnes ou des personnalités faisant entre 15 et 17% ne puissent pas participer au scrutin national? Enfin, ça n'aurait aucun sens. Ça serait ça un déni de démocratie. Voilà la réalité. Eh bien, les amis, très honnêtement, je suis affecté personnellement de votre départ. Je suis triste personnellement parce qu'honnêtement, chacun de vous avait et a des qualités qui, dans le collectif, trouvaient et auraient pu trouver sa place avec effectivement quelques éléments qu'il fallait peut-être recaler. Attention aux ambitions. Marseille, c'est un village. Et je dois vous dire que vos propres amis ou certains qui vous ont reçu, ils vous ont même enregistré pour se rappeler la voix que vous aviez dans vos négociations. Hier soir, j'ai eu le privilège, madame, de vous entendre et c'était pathétique. Voilà, merci. Merci, monsieur Rossi. Monsieur Benfer, je crois que vous avez levé la main. Vous voulez toujours prendre la parole? Monsieur... S'il vous plaît, vous avez déjà pris la parole. Allez, monsieur Benfer. Monsieur Benfer. Oui, madame. Non. Madame le maire, je ne me prends pas pour l'ONU, mais je voulais dire quelques mots sans attaquer personne. Mais bon, dans cette ambiance-là, je préfère me taire. Merci quand même. Merci, monsieur Benfer. Alors, madame Lelouis, vous avez également demandé la parole. Vous n'aurez pas le micro, encore une fois. Ce serait bien de passer au rapport ensuite. Donc si vous avez des choses à échanger avec vos petits collègues, vous le ferez après le conseil d'arrondissement. Vous vous êtes déjà exprimé. Merci. Madame Lelouis. Monsieur Yatsou, je vous demande de respecter, s'il vous plaît. Merci. Merci, madame le maire. Merci, madame le maire. Chers collègues, je n'interviendrai pas par rapport à tous ces problèmes que vous avez entre vous. Moi, ça ne me concerne pas directement. Moi, si je prends la parole aujourd'hui, d'abord, c'est au sujet de la situation en Ukraine. Nous pensons aux victimes de ces affrontements et ils ont tout notre soutien. Voilà. Mon collègue Thibaut Charpentier et moi-même avons décidé, dans la continuité de notre engagement politique, de nous séparer du groupe Retrouvons Marseille, présidé par M. Stéphane Ravier, qui soutient désormais le candidat de la présidentielle du parti Reconquête. Décision que nous respectons. Nous représentons, M. Charpentier et moi-même, le Rassemblement national, comme d'ailleurs depuis notre élection du 28 juin 2020. La situation de notre pays impacte inévitablement la situation de Marseille et de nos arrondissements. Ainsi, nous ne changeons pas de mouvement politique et nous restons fidèles à nos convictions et à nos électeurs.
nous continuerons ici à travailler dans l'intérêt et le respect de nos électeurs. Et je tiens à dire personnellement que je ne regrette en rien le travail effectué auprès de M. Stéphane Ravier et de Mme Sandrine Dangiot lors de notre précédente mandature, car je sais qu'ils ont fait un travail exceptionnel à ce niveau. Je vous remercie, Madame le maire. Monsieur Brumand, vous demandez aussi la parole. Alors, ce sera la dernière prise par... Alors, non, Madame Boucrine, encore une fois, il faut maintenant comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, nous allons passer à la lecture des rapports. Ça fait 1 heure. Je vous ai donné à tous la parole. Vous avez eu la parole 1 fois. Maintenant, je vais demander à Monsieur Brumand de commencer à faire la lecture du premier rapport. Merci. Merci. Madame le maire, mes chers collègues, donc ce rapport concerne l'actualisation des barèmes de tarification pour les inscriptions accueil de loisirs sans hébergement, gérés par les mairies de secteur, ainsi que l'application des nouveaux barèmes LEA et le maintien à 1,60 € par jour et par enfant correspondant à la participation contributive aux frais de restauration sollicités dans le cadre d'une tarification adaptée. La mairie de secteur des 13e et 14e arrondissements de Marseille a en gestion 25 structures d'animation de quartier, parmi lesquelles 12 proposent un accueil collectif de mineurs, que ce soit les mercredis et/ou durant les vacances scolaires. Cet accueil des enfants dans les temps scolaires et périscolaires s'inscrit dans la mise en œuvre d'une convention de fonctionnement et d'objectifs conclue entre la ville de Marseille et la CAF, laquelle prévoit l'application d'une tarification adaptée aux familles. Calquée sur le barème CAF dit LEA, outre la possibilité de prévoir une tarification participative à l'offre de restauration complémentaire à la prestation d'accueil. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Brumand. Madame Dangiot. Merci, après je vous le rends. Madame le maire, juste une question, je profite de ce rapport qui évoque les centres aérés pour savoir où en est le projet dont nous avions parlé lors de votre élection il y a plus d'1 an et demi maintenant, à savoir d'ouvrir un centre aéré spécial petite enfance, donc pour les enfants de moins de 6 ans. Le projet était sur le centre d'animation de la Batarelle à l'époque. Donc je voudrais juste savoir où vous en étiez sur ce projet. Je vous remercie. Madame Dangiot, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé au fur et à mesure comme c'était prévu. Donc c'est effectivement en cours, nous travaillons dessus avec les services et je remercie encore une fois les services et notre directeur général des services pour tout le travail qui est fait. Donc l'ouverture est prévue pour la rentrée prochaine. Voilà. Monsieur Vanessian, c'est sur le rapport ? Merci de me laisser m'exprimer. Je voudrais simplement poser une question, à savoir sur ce rapport, qui prend la décision, est-ce que c'est la mairie centrale ou la mairie de secteur, d'une telle augmentation de tarifs qui met en danger l'inscription pour des familles, puisque c'était ma délégation, et j'en profite puisque Madame Furfaro m'a cité, pour dire que nous n'avons pas trahi, puisque trahir c'est partir vers quelqu'un d'autre. Nous avons juste abandonné nos délégations. Monsieur Vanessian, mais je reviens sur le rapport. rapport. Je vous en prie, je reviens sur le rapport donc, avec plaisir. Je vais vous donner des précisions. Je voudrais juste savoir de qui vient la décision J'ai bien compris, de l'augmentation de tarifs, parce que ça va laisser des familles qui ne pourront plus inscrire leurs enfants et les habitants vont en pâtir. Je vous remercie. Monsieur Vanessian, et comme vous nous l'avez dit, c'est effectivement votre délégation, donc vous n'avez peut-être pas eu les informations en temps et en heure. Donc je vais vous dire effectivement comment ça fonctionne. Donc c'est la CAF et la ville qui ont effectivement revu l'actualisation des barèmes de tarification. Donc voilà, CAF et ville. Sachant qu'en mairie de secteur, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de restauration, encore une fois pour ne pas impacter les parents. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Vous abstenons. C'est noté. Nous passons au rapport suivant. Madame Falek, s'il vous plaît.
Madame le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation d'une convention de partenariat entre la ville de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence et Habitat Marseille-Provence concernant l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoproduction, autoconsommation collective dans le quartier de Frévalon. Dans cette perspective, il nous est également demandé de valider l'adhésion de la ville de Marseille à la future structure, personne morale organisatrice dédiée pour ce projet. Pour mémoire, la stratégie d'innovation pour les réseaux d'intelligence urbaine et de services est un programme d'action dont le volet principal concerne l'énergie. À ce titre, les toitures incluses dans le périmètre du projet seront utilisées pour la réalisation de cette centrale solaire. Les immeubles de logement et de bureaux, les bâtiments scolaires, donc les groupes scolaires de Frévalon, Centre et Sud, une crèche municipale ainsi que le collège Jacques Prévert. Ce projet de centrale photovoltaïque à Frévalon présente plusieurs intérêts. Protéger les habitants précaires avec une stabilisation du prix de leur électricité pendant 30 ans, grâce au contrat passé avec un opérateur photovoltaïque, prise en charge de l'investissement par l'opérateur, rassembler plusieurs entités au service de l'intérêt général pour faire de Frévalon un quartier démonstrateur. La ville de Marseille, en s'engageant dans le programme Sirius, veillera à ce que ce programme d'action n'entrave pas le programme de rénovation des groupes scolaires de ce secteur, compris dans le plan École d'avenir. Merci Madame Falek. Monsieur Rossi. Oui, Madame la Présidente, d'abord remercier et saluer celle qui rapporte ce dossier, à savoir notre collègue et amie Aurélie Falek. Mais je veux profiter de ce rapport parce qu'il m'interroge à plus d'un titre. D'abord parce qu'il y a 1 mois et demi, nous avons, au niveau de l'Agence nationale de rénovation urbaine, envisagé une rénovation dans le cadre de la rue de Frévalon et un partenariat très fort avec l'office HLM HMP. Et d'ailleurs, je profite, puisque je le vois dans l'assistance, je vois le président de HMP qui est venu sûrement à l'attention de ce rapport et qui nous fait l'honneur de participer à nos travaux. Sûrement. Mais ça ne peut être que pour ça. Et d'ailleurs, mais vous pouvez ne pas être que convaincu, puisque regardez l'intérêt qu'il porte à ce rapport, et mon ami M. Papalardo, que je cite, est présent pour à la fois être interpellatif sur ce dossier. Non, si je dis ça, c'est pas neutre, c'est parce que quand même c'est un investissement qui a un coût, somme toute, extrêmement important. C'est pas le projet en lui-même ou la situation d'indépendance énergétique, surtout dans la situation où nous allons nous trouver dans les mois qui arrivent, l'indépendance énergétique est majeure. C'est que je voudrais être bien sûr qu'il n'y ait pas d'impactation, à savoir de travaux qui soient réalisés sur ces différents équipements, et que nous nous retrouvions dans une situation, car rien n'est encore fixé intégralement, dans une situation où après avoir fait des investissements majeurs, on nous dise dans le projet en rue, il convient de démolir sur tel ou tel territoire ou replacer telle et telle école ou tel et tel élément. Le collège, j'en suis sûr, ayant vérifié, il ne bougera pas. Néanmoins, je profite de la présence de nos 2 collègues du Printemps marseillais pour dire effectivement, ce sujet est majeur parce que les équipements municipaux là, qui vont être impactés par ce truc, sont susceptibles, pas tous, mais en partie, d'être relocalisés. Et donc, il ne faudrait pas, effectivement, que, malgré l'enthousiasme du rapport, nous nous trouvions à investir des sommes importantes sur des équipements qui sont voués à être, non pas démolis, mais déplacés à toute fin utile, car dans le projet de la rue, la ville, la métropole, le département et tous ceux qui concourent sont en parfaite harmonie. Voilà, Madame la maire. Merci, Monsieur Rossi. Monsieur Yatsou. Simplement une interpellation sur ce rapport. Si l'initiative est effectivement louable de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur le secteur, à mon avis, il faut interpeller les décideurs sur la finalité et le choix de ceux qui installeront et qui
fourniront ces panneaux photovoltaïques et s'assurer que nous n'allons pas encore une fois aller acheter des panneaux en Chine et défavoriser la filière industrielle française. Très bien, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Vous avez noté donc une abstention bienveillante, je dirais, de la part de notre groupe majoritaire. Merci. Le rapport suivant, Monsieur Brimont, s'il vous plaît. Alors, ce rapport a pour objet l'approbation de 3 documents, donc de l'avenant numéro 1 à la Convention d'accès à l'espace sécurisé Mon compte partenaire mise en œuvre par la CAF des Bouches-du-Rhône, de l'avenant numéro 1 au bulletin d'adhésion au service de consultation et du bulletin d'adhésion au service aide financière d'action sociale. Pour mémoire, par délibération du 5 octobre 2020, le Conseil municipal avait approuvé la convention Mon compte partenaire conclue avec la CAF des Bouches-du-Rhône pour la consultation des données allocataires. Donc, la ville de Marseille, la direction de la petite enfance, comme les mairies de secteur, peuvent accéder à ce portail. Aujourd'hui, ce portail va disparaître pour être intégré au service AFAS, aide financière d'action sociale. Aussi, pour pouvoir donc accéder à ce nouveau service, il convient d'approuver ces 3 documents. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Brumand. Y a-t-il des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est noté. Le rapport est adopté. Monsieur Brumand, je vous laisse poursuivre. Alors, le rapport numéro 5 a pour objet l'approbation du barème d'attribution de la contribution financière suivante pour l'année 2022 en faveur des associations qui conduisent une ou des actions dans le domaine de la petite enfance. Pour les établissements d'accueil du jeune âge, les EH, il s'agit d'une contribution de 0,95 € par heure d'accueil réalisée sur les 3 premiers trimestres de l'année. Pour les relais petite enfance RPE, il s'agit d'une contribution de 11 000 € pour chaque établissement. Et pour les lieux d'accueil enfants par an, la participation varie entre 4 500 et 12 000 € en fonction de l'agrément et du nombre de demi-journées par semaine. Notre secteur est concerné aujourd'hui par 18 établissements EH, 2 établissements RPE et 2 établissements LAEP. Madame le maire, je vous demande de mettre au rapport ce rapport aux voix. Pardon. Merci Monsieur Brumand. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Ouais, numéro 4, je vous laisse poursuivre, Monsieur Brumand. Le rapport numéro 5 concerne l'adoption du nouveau règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant, ainsi que de ses annexes. En effet, il convient de modifier le précédent règlement afin d'intégrer les nouveaux critères d'attribution de places en crèche qui ont été approuvés au Conseil municipal du 10 novembre 2021. Par ailleurs, d'autres modifications d'organisation dans les EH prévues par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique doivent entrer en vigueur d'ici septembre 2022. Ce nouveau règlement intégrant les nouveaux critères d'attribution prendra effet au 28 mars 2022, date de la première commission d'attribution de places en crèche. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Alors, on a la création d'un conseil municipal des enfants, effectivement, qui arrive après. Concernant celui des jeunes, il nous est arrivé tardivement, donc nous ne l'avons pas enrôlé pour ce conseil. Oui. C'est une erreur, puisqu'ils n'ont pas été enrôlés. Il n'a pas été enrôlé, celui-ci. Vous vous en remettrez, Monsieur Ravier. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport suivant. Monsieur Brumand, toujours. Madame le maire, excusez-moi, je crois qu'on s'abstient pour le rapport numéro 5. Là. Donc, sur les critères d'attribution. Oui. On va juste reprendre. Oui. Au fond aussi, vous vous abstenez. Hein. Et Rassemblement national, vous vous abstenez aussi. Hein. Donc une abstention générale. Je n'ai pas vu M. Bosquet vient de faire.
C'est ce que je demande. Monsieur Bosque et Monsieur Benfer, du coup, sur ce rapport, quel est votre vote? Pour. Très bien. Oui, nous, c'est abstention. C'est abstention, non. Allez, Monsieur Brumand, je vous laisse continuer. Alors, sur ce rapport a pour objet l'adoption du nouveau règlement des inscriptions scolaires de la ville de Marseille. En effet, dans le cadre de la modernisation des services rendus aux familles, les démarches d'inscription scolaire ont été facilitées. Les familles ont la possibilité de procéder à ces formalités en ligne dans l'objectif de simplification et de gain de temps. Ce nouveau règlement, élaboré en concertation avec les représentants de l'éducation nationale et de la ville de Marseille, précise les évolutions suivantes, à savoir la possibilité pour les familles de procéder aux formalités de préinscription scolaire, de changement d'adresse et de demande de dérogation en ligne via le portail supermino.marseille.fr. À savoir aussi la modification de la procédure et de la composition de la commission de dérogation, avec la volonté de la ville de Marseille d'impliquer davantage les directions des écoles dans l'ensemble de la procédure, et aussi la prise en compte donc de la garde alternée comme nouveau motif de dérogation. Les parents ont la possibilité de demander une école à mi-chemin de leur domicile respectif. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame Rania Benkedia, s'il vous plaît, pour le rapport suivant. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Alors dans ce rapport, il s'agit de se prononcer sur le principe de création d'un conseil municipal des enfants, ainsi que sur la mise en place d'un comité de pilotage. Vous me laissez terminer? Soyez pas méchants. Alors, non, je vous ai dit que celui des jeunes n'était pas enrôlé. Mais celui des enfants, il faut suivre. Hein. Et celui des enfants est enrôlé. Bon, allez, soyez courtois, monsieur le sénateur. Je reprends? Merci. Alors, comme je disais, donc dans ce rapport, il est question de la création d'un conseil municipal des enfants, et non des jeunes, ainsi que sur la mise en place d'un comité de pilotage permettant de co-construire le projet de charte de fonctionnement qui sera soumis à l'approbation d'un prochain conseil municipal. Alors, le conseil municipal des enfants aura 3 objectifs. Permettre au plus grand nombre d'enfants, en collaboration avec les services de l'éducation nationale et les enseignants de chacun des écoles volontaires, un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge. Constituer un organe d'expression de la voix des enfants au sein d'une part de chacune des mairies de secteur et d'autre part de la mairie centrale. Et enfin, permettre aux enfants de s'impliquer, participer à la gestion de projets construits par les enfants eux-mêmes en bénéficiant à titre expérimental d'un budget. Ces délibérations n'auront pas force réglementaire, elles devront être approuvées par délibération au conseil municipal. Les 100 conseillères et conseillers devront être à parité filles-garçons et représenteront la diversité des secteurs géographiques de la ville avec des élus d'arrondissement, sur le même modèle que les conseillers municipaux qui seront élus au sein de leurs écoles pour représenter leurs camarades. Le projet sera organisé sur 2 années, avec des classes de CM1 et de CM2, afin de permettre aux enfants et leurs enseignants d'organiser des élections, de se familiariser avec l'organisation municipale et de construire des projets au sein de leurs écoles, de leur quartier, de leur arrondissement ou à l'échelle de la ville. Une charte établissant les modalités plus précises sur l'organisation sera co-construite avec les services de la ville, les maires de secteur, l'éducation nationale, les enseignants volontaires et les enfants eux-mêmes, acteurs de leurs droits. Madame le maire, si vous le permettez, j'aimerais rajouter quelque chose de personnel concernant ce rapport. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, j'ai comme trop souvent analysé mon parcours professionnel qui a quand même une certaine réussite à travers le prisme de ce que l'on appelle le biais du survivant. Vous savez, ce biais qui nous pousse à regarder la société et les autres qu'à travers la lorgnette de notre propre histoire. Alors oui, j'ai la chance, et n'ayons pas peur des mots, le privilège d'avoir fait de brillantes études, poussant même à être major de promotion, et j'en suis pas peu fière. Merci. Vous êtes trop mignons, c'est gentil. Non, mais il faut être fier de dire les choses. Alors, merci.
Alors pourtant, je sais que loin de généraliser mon histoire est avant tout celle de l'individu, et que je ne peux servir d'exemple pour culpabiliser les uns et les autres de ne pas avoir eu le même parcours. Alors oui, que nous avons trop souffert dans notre arrondissement et dans notre secteur de manque de moyens publics, le manque de bibliothèques, d'interactions culturelles. La liste de ce qu'il manque est malheureusement bien trop longue pour que je continue à la réciter devant vous. Et si je suis aujourd'hui face à vous, c'est presque par hasard, car comme d'autres, rien ne me prédestinait à faire de la politique. C'est là où le bas blesse, car en réalité, personne ne devrait être prédestiné à faire de la politique, alors qu'à contrario, tous devraient pouvoir en faire. Alors oui, la création d'un conseil municipal des enfants est une belle idée, et oui, il faut sensibiliser les plus jeunes à la vie civique, à la vie citoyenne, à prendre la part dans la vie de la cité au sens politique du terme. Dans ce groupe, nous avons fait le choix de l'intelligence et du travail. Et c'est dans ce sens que j'incite mes collègues à donner un avis favorable à ce rapport qui dépasse, et c'est heureux, les traditionnels clivages politiques. Et c'est pourquoi, au-delà de ce rapport pour lequel je vous invite à tous vous donner un avis favorable, je tiens à vous assurer, Madame le maire, mes chers collègues élus, que je veillerai personnellement à ce que les enfants des 13e et 14e arrondissements aient une place particulière dans ce dispositif, car comme vous, comme nous tous, je crois profondément et je crois viscéralement que plus que jamais, l'avenir de Marseille se trouve au nord de la ville. Merci. Merci Madame Betkedia, et nous sommes vraiment très fiers de vous avoir dans notre équipe. Et il est important de montrer à nos jeunes de belles réussites pour encore une fois ne pas tomber dans la fatalité. Et vous l'avez bien dit, nous avons tous un avenir, et également et encore plus dans nos quartiers. Merci Madame Benkedia. Madame Dangeau. Je ne reviendrai pas sur les propos qui viennent d'être tenus. Nous voterons bien évidemment cette délibération, mais alors du coup je me tourne vers les élus de la majorité de la mairie centrale pour savoir si tous les enfants de CM1, CM2 de Marseille pourront participer à ce conseil municipal, ou si c'est uniquement des enfants issus des écoles publiques, donc gérées par la ville de Marseille, ou bien si ce dispositif va être ouvert à tous, parce que je pense que tous les enfants, même s'ils sont scolarisés dans les écoles privées, doivent avoir la possibilité de participer à ce conseil municipal des enfants pour pouvoir leur permettre de s'impliquer également dans l'avenir de leur ville. Donc voilà, si vous, la commission ayant lieu demain, voilà, si vous avez une réponse à m'apporter, je vous remercie. Monsieur Benfer. Madame le maire, Madame Dangeau, ben écoutez, je pourrais vous répondre fermement dans un second temps, mais sachez que moi et Monsieur Christian Bosque ici présent, c'est une volonté forte qu'aucun enfant ne soit exclu de ce conseil municipal. Alors je vais vous dire quelques mots. La mise en place d'un conseil municipal des enfants est un engagement fort de notre majorité. Pour une ville plus démocratique, ce qui permettra le lien entre ceux qui représentent le futur de notre ville et les décideurs. Nous pensons et nous croyons fermement aussi que c'est le remède à tous les maux de notre démocratie, de faire en sorte que tous les enfants, sans aucune exclusion, puissent participer aux instances dirigeantes de notre ville. Et je tiens à saluer fortement aussi, j'aime bien le mot, aujourd'hui j'en ai acheté un paquet au marché, là, au marché de l'orthographe. Non, je déconne. Non, mais c'est pour un peu détendre un peu l'atmosphère, parce que je me sens un peu tendu moi aussi. Non, non, je tiens à remercier vraiment le travail de notre adjoint, monsieur Eddy Ramdam, qui a fait un travail monstre pour que ce projet puisse aboutir dès le début de ce mandat. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Rossi. Oui, Madame le maire, chers collègues, Madame Dangeau le rappelait, demain il y a une commission. Mais ce n'est pas une commission qui va déterminer le nombre d'enfants par territoire.
ou par lieu ou par arrondissement. C'est une commission qui va arbitrer le fait d'intégrer l'ensemble des enfants qui sont dans le circuit scolaire, à savoir dans le public ou le privé, ou de ne réserver que cette participation à ceux qui sont dans l'école publique. Et je dois vous dire que ça, de fait, ça a un effet d'exclusion. En plus, nous sommes sur des territoires où, objectivement, pour ceux qui ont un peu de mémoire et qui connaissent un peu la géographie, les institutions privées de qualité composent une partie de ce territoire qui accueille ces enfants, tant dans le primaire, dans les collèges que dans les lycées. Donc moi, ce que je demande à nos deux collègues, et je sais qu'ils vont le faire parce que j'ai entendu la volonté ferme, c'est demander un vote clair à l'adjoint en charge de ce dossier, à savoir M. Ramdam, et dire aux membres de la commission, eh bien, comme nous partageons ce souci de ne pas discriminer quelque enfant d'où qu'il vienne, ou de quel cursus qu'il soit, ou de quel établissement où il apprend, eh bien, nous votons unanimement, mais à main levée, pour ce dispositif qui inclura effectivement. Car si d'aventure on exclut une partie des établissements, et notamment les établissements privés, dans ce territoire-là, on exclurait presque 60% de celles et ceux qui sont en train de concourir à l'étude, qu'ils soient à Tours-Sainte, à Margalan ou ailleurs. Et ça, très honnêtement, ça créerait une espèce de dichotomie qui ne serait pas acceptable. Alors moi, hier, nous l'avons fait avec Madame le maire. Nous avons demandé à ceux qui participent d'une majorité ou d'une opposition municipale d'être très clairs dans le cadre de cette commission. J'ai entendu ce qu'a dit M. Benfer et partagé par M. Bosque, puisque je l'ai vu opiner du chef, de fait qu'à la commission de demain, vous soyez les ambassadeurs, il en faut un peu, de celles et ceux qui, effectivement, ont choisi souvent le secteur privé plus par protection pour leurs petits que par forcément un socle idéologique ou que sais-je. Voilà. C'est en tout cas ce que nous porterons, nous, dans la commission, et nous demanderons à M. Ramdam d'acter pour qu'il n'y ait pas un petit Marseillais, quel que soit le lieu où il étudie, qui soit exclu de ce dispositif. Merci. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Brumand. Alors, dans ce rapport, nous sommes appelés à voter en faveur du nouveau projet éducatif de territoire qui entrera en application dès la rentrée 2022-2023 pour une durée de 3 ans jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025. Les différentes étapes de la concertation ont permis de structurer le projet éducatif autour de 7 axes stratégiques, à savoir donc garantir la cohérence et l'articulation des parcours éducatifs sur les différents temps de l'enfant, favoriser le développement personnel de l'enfant, faciliter l'accès à l'éducation, à la culture et au sport, favoriser la coéducation, travailler à la réussite éducative, permettre un rééquilibrage territorial, mais aussi renforcer la mixité sociale et culturelle, ainsi que l'inclusion des enfants en situation de handicap, et enfin développer des actions d'accompagnement à la parentalité. Le nouveau projet éducatif a été pensé pour offrir des activités de qualité aux jeunes de notre ville sur tous les temps de leur semaine, scolaire, périscolaire et extrascolaire. Dans le cadre de ce nouveau projet éducatif, la ville de Marseille souhaite également pour la première fois, en lien avec les mairies de secteur et les centres sociaux, favoriser un pilotage territorial et une mise en œuvre locale des actions du projet éducatif afin de le rendre plus opérationnel et connecté aux enjeux de l'éducation des enfants. Les activités prévues dans le projet éducatif territorial et le plan mercredi devront être articulées avec celles proposées dans le cadre des contrats suivants, à savoir donc la convention territoriale globale signée avec la CAF, les cités éducatives, le contrat de ville et les écoles innovantes dans le cadre du plan Marseille en grand. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Rossi pour le rapport suivant. Merci. Là, il s'agit effectivement de faire ce que la loi impose aux collectivités, à savoir de déclarer les avantages en nature attribués aux structures associatives qui en jouissent.
Alors on pourrait dire que c'est un rapport classique, banal, et qui s'inscrit dans ce que la loi préconise. Je rappelle quand même, lorsque vous lisez le corps du rapport, et je suis sûr que tout le monde l'a lu, que les montants sont relativement élevés. Ils sont élevés parce qu'elles sont estimées par rapport au patrimoine mis à disposition de ces mêmes structures. Alors vous allez me dire, mais c'est jusque-là. Oui, sauf que c'est quelque chose qu'on valorise et qui a un effet sur le fonctionnement naturel des associations qui jouissent de ces mêmes équipements. Je m'explique. Notre collègue Richard Miron, à une époque, était adjoint au sport et a fait un certain nombre d'investissements sur ce territoire, notamment dans les clubs sportifs. Et globalement, lorsque je regarde la liste de ceux qui nous sont proposés, je ne crois pas qu'il y ait un club sur lequel l'intervention de la ville, à l'époque, n'est pas intervenue. Ce qui a fait que ça a valorisé le patrimoine mis à disposition, et donc ça a augmenté la fameuse nature de l'avantage que l'association perçoit et implique et impacte dans ses comptes. Ça a eu pour effet, et je sais que M. Benfer et M. Boss, qui sont très attachés, étant des sportifs eux-mêmes, des fois, souvent, et quelquefois, vous le regarderez dans le rapport au prochain conseil municipal, de minorer la participation de la collectivité au regard de l'avantage en nature. Mais l'avantage en nature, c'est les murs souvent. C'est le lieu où on exerce l'activité. Ce n'est pas les arbitres, le traitement, le déplacement, etc., etc. Et donc on se retrouve devant le paradoxe suivant. Plus on investit sur un équipement, plus on augmente l'avantage en nature, plus on réduit la participation de fonctionnement, et plus on met en difficulté celles et ceux qui jouissent de ce même équipement. Reconnaissez que ça paraît un paradoxe, ce qui permet à la fois de voter effectivement ce rapport, mais d'être très interpellatif à l'égard notamment de notre collègue M. Gibraïel, qui a en charge les sports, et qui évidemment ne doit pas s'arrêter à ses seuls avantages en nature, dans cette cadre de péréquation, de fonctionnement des associations qui, sur ce territoire, en ont bien besoin. Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Brumand. Ce rapport nous amène le rapport numéro 10 nous amène à délibérer sur le dépôt du dossier validant la labellisation cité éducative sur une partie du 14e arrondissement. Pour mémoire, par délibération du 17 juin 2019, la ville de Marseille a approuvé les dépôts de candidature en vue d'obtenir le label cité éducative pour plusieurs territoires, dont Marseille, Malpasset-Corot, dans le 13e arrondissement. Ce programme de 3 ans, lancé par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministère de la Ville et du Logement, vise à fédérer la communauté éducative autour de projets concrets pour contribuer à la réussite éducative des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Aussi, compte tenu des besoins prégnants des quartiers de reconquête républicaine, il a été annoncé le lancement d'une 5e cité éducative sur le 14e arrondissement, sur le secteur Marseille-Bon-Secours-les-Rosiers, dont le périmètre reste à préciser. Situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, ce territoire concentre en effet des difficultés sociales et économiques majeures. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci, Monsieur Brumand. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Galtier. Madame le maire, chers collègues, il s'agit là d'un rapport dans le cadre duquel on nous demande de nous prononcer pour statuer sur la création de la commission mineure au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un plan national de prévention de la délinquance et aux dispositions qui répond aussi aux dispositions du Code général des collectivités territoriales qui régissent l'organisation et le fonctionnement de ces conseils locaux de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc la ville de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire de Marseille ont décidé d'installer et de co-animer une commission mineure. Cette commission, globalement, est compétente pour aborder et apporter des réponses de partenaires aux conduites à risque des mineurs, avec des acteurs institutionnels, associatifs et des personnes physiques impliquées sur les questions de prévention de la délinquance. 3 axes, 3 thèmes. La prévention de la prostitution des mineurs, ce qui touche de jeunes personnes
en rupture familiale. Deuxième thème, la prévention de l'absentéisme et du décrochage scolaire. L'objectif, sur la base des différents dispositifs mis en place par l'Éducation nationale, de la justice et de la ville, d'organiser les complémentarités de façon à suivre les mineurs au plus près de leur environnement de vie et de saisir les opportunités d'une orientation efficace. Et troisième thème, la prévention de l'entrée des très jeunes mineurs dans les trafics de drogue, à l'égard desquels le parquet envisage des poursuites plus systématiques en vue de les astreindre à des mesures de réparation. Alors, il a été convenu d'expérimenter cette démarche sur quelques quartiers à Marseille, dans plusieurs arrondissements, et il faut s'en féliciter, dans le 14e arrondissement. Alors, j'ajouterai qu'il reste que 8 CLSPD territorialisés devaient être créés. Là, je m'adresse aux représentants de la majorité municipale. Donc, 8 devaient être créés. Aujourd'hui, un donc dans chaque mairie de secteur. À ce jour, dans le 13 et 14e, aucun n'a pu bénéficier de cette mise en place de 2 dispositifs que nous pouvons appeler de nos voeux. Malgré cela, bien entendu, pour ce rapport présenté par la ville, nous voterons en faveur de ce rapport et je vous demande, Madame le maire, de mettre ce rapport aux voix. Merci, Monsieur Galtier. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Madame Falek. Madame le maire, chers collègues, dans ce rapport, il nous est demandé d'entériner l'acquisition auprès d'Unicil de la parcelle cadastrée 889H0226 d'une superficie de 219 m², située rue des Manadiers dans le 13e arrondissement. En effet, la ville de Marseille possède un centre multi-activités, donc situé rue des Manadiers, qui accueille des activités de danse, de musculation et de boxe. Il est implanté sur les parcelles cadastrées en section 889E00888, 889E0090 et 889H0226. Or, la parcelle 889H0226, d'une superficie de 219 m², appartient au bailleur social Unicil. Elle constitue le parvis du centre sportif et est historiquement utilisée par les usagers du centre sportif comme zone de passage. En plus de la nécessité de régulariser l'assiette foncière de cet équipement municipal, l'acquisition de cette parcelle serait également nécessaire dans le cadre d'un projet de reconstruction de ce centre sportif qui est à l'étude par la ville de Marseille. L'acquisition donc de cette parcelle se réalisera moyennant la somme de 18 500 € net vendeur, conformément à l'avis de la Direction régionale des finances publiques du 21 décembre 2021. Les frais et honoraires relatifs à l'acte notarié seront à la charge de la ville de Marseille. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Falek. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Monsieur Rossi, vous voulez prendre la parole? Oui, chers collègues, pardon une fois de plus de maintenir cette séance, mais ce rapport, encore une fois, qui pourrait peut-être paraître anodin, et je veux remercier nos collègues qui remercieront l'adjoint au sport, va permettre une démolition, une reconstruction de cet équipement. Parce que sans cette assiette foncière, certes de 219 m², nous n'aurions pas pu trouver les aménagements et la reconstruction de ces équipements qui sont bien nécessaires dans le haut des balustres. Et ça paraît peut-être peu, 219 m², mais lorsqu'on voit les contraintes administratives pour construire, aménager, desservir, on s'aperçoit que cet élément-là est majeur pour cette reconstruction-là. Je dis ça parce que je vous le dis, et je le dis à mes collègues du printemps marseillais de la majorité municipale. Le département, par le biais de la délégation et la métropole que j'ai, contribuera à la construction et le réaménagement d'une structure de cette nature-là sur le terrain des balustres. Parce que, encore une fois, la vétusté dans laquelle les gens pratiquent les activités n'est plus tenable. Il pleut, il fait froid, c'est pas acceptable. Alors, tant qu'on n'avait pas cette assiette foncière, on ne pouvait pas le faire. Je veux quand même aussi remercier Unicil, qui quand même
c'est prêté au jeu parce qu'effectivement, à négocier au prix des domaines, l'assiette foncière qui ne lui rapporte pas grand-chose et qui va nous permettre de reconstruire. Je demande à mes collègues de la majorité municipale de transmettre ces éléments à notre collègue et ami adjoint au maire pour faire en sorte que si cette situation trouvait une difficulté de montage financier, nous y trouverions et il y aurait un avis très favorable du département et de la métropole. Merci. Merci Monsieur Rossi, nous sommes ravis d'apprendre ces investissements sur nos équipements dans le secteur. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté et on passe au dernier rapport. Madame Falek, merci. Pour ce rapport, nous sommes consultés pour débattre des propositions issues de la conférence intercommunale des maires du 1er février 2022, ainsi que du règlement local de publicité intercommunale du territoire Marseille-Provence, préalablement à son approbation par la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans cette perspective, il est demandé à la métropole Aix-Marseille-Provence, après avis du Conseil de territoire Marseille-Provence, d'approuver le RLPI sur la base de ces propositions. Pour rappel, le règlement local de publicité intercommunale est un document régi par le Code de l'environnement, article L 518-14 et suivants, dans le but d'assurer la protection du cadre de vie en déterminant des règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes. Ce règlement vise à définir des règles plus restrictives que la simple application du règlement national de publicité et a pour objectif d'établir un cadre de règles partagées de matière d'implantation de publicité des anciennes et des préanciennes sur le territoire. Le nouveau RLPI s'attachera entre autres à diminuer considérablement les dispositifs publicitaires en nombre et en surface, interdire la publicité autour des monuments historiques, protéger les sites patrimoniaux remarquables, éteindre les dispositifs publicitaires lumineux entre 23h et 7h, harmoniser les enseignes commerciales avec le caractère architectural du bâtiment. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Falek. Monsieur Benfer. Madame le maire, merci. Dans le cadre de son élaboration, la ville a formulé un certain nombre de demandes et de modifications à la métropole, allant dans le sens de la réduction de la pollution visuelle et lumineuse. Les principales avancées obtenues par la ville concernent la suppression des publicités numériques dans le centre-ville et la création d'un périmètre d'interdiction des publicités de 300 mètres autour des monuments historiques. Un travail de fond a été réalisé avec succès avec la métropole pour que les demandes de l'équipe municipale soient entendues et intégrées au règlement. Cela démontre qu'avec une volonté, la municipalité peut agir auprès de la métropole pour défendre les intérêts de notre ville. Je vous remercie. Merci Monsieur Benfer de terminer sur une note positive. Et donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci mes chers collègues. Permettez-moi de conclure en rappelant qu'il ne faut jamais oublier que les élus sont au service de la population et non l'inverse. Ma majorité, c'est celle qui se bat contre tous les extrêmes, celle qui a œuvré pour un commissariat avec 100 policiers. Ma majorité, c'est celle qui défend la rénovation des logements, celle qui s'oppose à la construction de grands ensembles. Heureusement que nous sommes au travail pour le secteur, car il y a encore énormément de choses à faire. Le courage en politique, c'est de continuer envers et contre tout. Car l'objectif, vous le savez, ce sont nos enfants du 13e et du 14e arrondissement. Madame Attia, vous l'avez dit, j'ai une détermination que personne ne soupçonne. Et je rappellerai qu'un élu qui se regarde dans un miroir, ça démissionne en cas de désaccord. Mesdames et messieurs, chers collègues, la séance est levée. Merci à vous.